Quel est le rôle des médias dans la résurgence du racisme scientifique et médical ? Oui, il y a des stratégies médiatiques aujourd'hui de buzz, avec des excuses parfois ou aucune excuse, mais il s'agit en fait, enfin, ce que l'on perçoit, c'est qu'au-delà de ces formes de violence médiatique, c'est une diffusion de propos. Alors si on pense à Bali Bagayoko, donc récemment élu, un maire, donc le maire de Saint-Denis élu, qui a été victime d'un racisme primaire de manière, enfin, de très violent. Et notamment sur CNews, où l'on a parlé à son égard de tribus. Enfin, on a utilisé, pour parler de lui, on a utilisé certains termes, tels qu'homo sapiens, tribu, chef de village, que l'on n'aurait jamais utilisé pour un élu identifié comme blanc, et là, donc un élu racialisé comme noir. On utilise tous ces termes, donc on fait revivre une forme d'animalisation, de racisme primaire et biologique, et malgré les critiques, malgré les manifestations antiracistes qui montrent d'ailleurs qu'il y a aussi un grand mouvement antiraciste en France, une lutte qui est aussi très, très forte. Malgré tout, on réentend ces propos, et c'est là le risque, c'est qu'autour du buzz et autour de ces stratégies médiatiques, l'on fasse ressurgir en fait ces propos que l'on pensait disparus. Il y a aujourd'hui ces formes de réhabilitation qui peuvent aussi être des stratégies politiques, alors stratégies de certains comme Bolloré ou Stérin, qui voient aussi dans ces formes de débat où l'on donne la place à la fois aux uns et aux autres, en les plaçant sur le même niveau d'ailleurs, racistes et antiracistes, fascistes et antifascistes, l'on place sur un pied d'égalité des courants qui n'ont pas les mêmes impacts réels sur la vie des individus, et l'on contribue également à maintenir des places, des privilèges, et à rappeler qui est en situation de supériorité ou de subalternité. Parce que dans ces débats, ce sont souvent des personnes blanches ou parfois des personnes que l'on définit comme étant racisées, qui vont en fait nourrir ce débat, mais qui vont contribuer à réattribuer des places aux uns et aux autres. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, c'est ce qu'évoquait Frantz Fanon, des places, ou la blanchité par exemple, des situations de supériorité ou de privilège qui seraient associées aux uns et des situations de subalternité associées aux autres. Donc les médias contribuent en fait à réassigner ces places, même si autour du buzz il y a beaucoup de critiques, on réentend cela et on fait revivre un débat que l'on pensait disparu. Certains chercheurs qui promeuvent des idées racialistes se présentent comme exclus, marginalisés. Pourquoi ce discours ? Alors justement, donc c'est effectivement une des stratégies qu'on a pu étudier, qui était pour des artisans de ces formes de croyances qui considèrent que la race est une réalité biologique, de se faire inviter effectivement dans les médias grand public pour diffuser leurs connaissances en utilisant toujours l'étiquette de scientifique pour être vus par le grand public comme pourvoyeurs de ce que serait la vraie science. Et ce qui est intéressant dans ces stratégies, c'est qu'on a pu observer qu'il s'agissait d'une majorité d'hommes blancs qui effectivement avaient fait carrière parfois dans des instances universitaires ou de recherche, qui en étaient sortis, soit parce qu'ils étaient à la retraite, soit parce qu'ils avaient été exclus de leur père. On peut penser à l'exemple par exemple d'un biologiste qui s'appelait John Baker, qui dans les années 70 avait publié un livre en Angleterre chez une grande presse universitaire qui était Oxford University Press, dans laquelle il citait d'ailleurs des travaux du 19e siècle pour réhabiliter l'idée que les races, ce qu'il appelait donc effectivement races pour nommer des groupes populationnels, étaient non pas des constructions sociales, mais bien sûr des réalités. Il parlait notamment de mesure des crânes, il reprenait des théories donc, issues du 19e siècle en crânométrie, en phrénologie, pour parler de l'intelligence soi-disant différentielle des individus classés en des groupes ethno-raciaux très différents. Et John Baker, c'est quelqu'un qui a cherché sans cesse à se faire inviter dans des arènes médiatiques
pour légitimer ses théories, malgré le fait que finalement tous ses pairs biologistes à l'époque l'avaient mis de côté. Mais il était aussi friand en fait de diffuser ce type de discours qu'on pourrait aussi aujourd'hui nommer le discours sur les fake news, c'est-à-dire ces discours qui visaient à attaquer le fait que la science elle-même était assiégée, était une science qui visait à être différente de la science qu'on produisait au 19e siècle, et il visait surtout les chercheurs et chercheuses en sciences sociales qui venaient mettre à mal ses croyances en disant que lui se positionnait du côté de la neutralité scientifique et de l'objectivité scientifique, là où les productions des sciences sociales étaient une forme de science dévoyée et militante. Donc on voit ici, bien sûr, à travers cet exemple qui est issu des années 70, des mécanismes que l'on retrouve encore aujourd'hui de manière contemporaine, puisqu'un certain nombre de scientifiques, effectivement, peuvent prendre la parole parfois pour parler, pour justifier de ces différences biologiques. On peut penser par exemple à d'autres exemples comme l'exemple de Arthur Jensen, qui était quelqu'un qui publiait énormément sur les questions d'intelligence et de race, et qui lui-même était quelqu'un qui avait signé des tribunes dans le Wall Street Journal dans les années 90, et donc dans un média relativement important, et qui utilisait justement ces canaux de diffusion pour le grand public, pour justement faire connaître ces théories, même si celle-ci avait été bien sûr critiquée abondamment par ses pairs. Et Baker, il y a une édition de Race de Baker en 2015, et on retrouve cette édition sur un site de vente en ligne que je ne citerai pas, avec beaucoup de commentaires très élogieux en disant « Ah, ce scientifique dit enfin la vérité, il n'est pas adepte de la bien-pensance. » Voilà, donc ça c'est pour les résurgences et les achats actuels en fait de ce type d'ouvrage, parce que l'on pense Baker comme étant un scientifique qui dit ce que les autres ne disent pas. Voilà. Quelles évolutions souhaiteriez-vous voir advenir dans le traitement médiatique de ces sujets ? Alors on pourrait peut-être leur proposer de faire une information qui soit moins portée sur le buzz et l'instantanéité, et inviter plusieurs informateurs, plusieurs témoins, parce que le problème est qu'il y a souvent une seule ou deux personnes peut-être qui vont alimenter ces débats sans qu'il y ait de contre-discours. Donc peut-être inviter aussi des chercheuses en sciences sociales, et tenter eux aussi en fait d'apporter leur pierre à l'édifice de la déconstruction, parce qu'ils ne cessent de construire en fait ces stéréotypes en associant, en développant des associations très négatives, très péjoratives. On parlait des migrants notamment, il n'y a plus d'individus lorsqu'on parle de migrants, il y a des stéréotypes majeurs qui apparaissent, et notamment la peur, l'idée d'invasion. Voilà, sur CNews, on va retrouver notamment le grand remplacement de Renaud Camus, et très souvent associé aux migrants. Et en fait, les médias ont une grande part à jouer alors peut-être pas forcément dans la déconstruction, parce que ce serait peut-être trop demandé en si peu de temps, mais au moins d'éviter de reproduire et de faire se perpétuer un certain nombre de stéréotypes, parce qu'ils sont en grande partie responsables de la violence qu'il y a aussi aujourd'hui dans nos sociétés. Voilà, donc multiplier peut-être les intervenants et intervenantes sur les plateaux pour qu'il y ait plusieurs points de vue et pour qu'il y ait des débats très riches et qui permettent aussi aux téléspectateurs de réfléchir en fait, et de ne pas être abreuvés d'informations déjà prêtes à l'emploi, nourrissant des stéréotypes déjà en place. Et puis il y a aussi, pour compléter la réponse de Delphine, bien sûr le fait qu'aujourd'hui, quand on pense à des sujets touchant par exemple à la génétique des populations ou aux tests d'ancestralité génétique, l'effet que les journalistes vont davantage vouloir inviter sur les plateaux télé ou pour des articles de presse des généticiens, des biologistes, et ne vont absolument pas aller se tourner vers les sciences sociales pour aller questionner justement la présence même de ces catégorisations dans l'espace public. Et donc c'est ce que la sociologue Anne Morning montre, c'est-à-dire elle parle du fait qu'il y a un poids inégalement réparti dans l'espace médiatique entre les chercheurs et chercheuses en sciences sociales qui ont des choses à dire sur ces sujets, puisqu'ils sont aussi spécialistes de sociologie des sciences et peuvent apporter un nouvel éclairage qui est très peu entendu, puisque même si ces savoirs-là effectivement sont produits à l'université, ils sont finalement peu diffusés
diffusés, ou du moins moins diffusés que les savoirs produits par exemple par des généticiens. Donc ça, c'est la première chose. Et puis l'autre chose, c'est pour reprendre en fait les propos et surtout la théorie de Pierre Bourdieu dans son ouvrage sur la télévision, il faut aussi accepter de donner de la place à la complexité. C'est-à-dire inviter un chercheur ou une chercheuse en sciences sociales sur un plateau télé et lui donner du temps de parole, ça veut dire aussi repenser peut-être la manière dont on va configurer l'émission pour lui permettre de dire ce qu'elle veut dire ou ce qu'il veut dire. Et ça, bien sûr, on ne peut pas le faire en 30 secondes. Il faut peut-être aussi accepter de changer la manière dont voilà, l'émission est construite, par exemple, pour laisser du temps aussi à l'entrée dans la complexité et refuser les simplifications qui vont amener des généralisations et qui vont amener la production de ces catégories dévoyées.